Bienvenue sur le plateau télé du 30e Salon de l'immobilier de Montpellier. Nous allons aborder sur ce plateau la construction individuelle et le financement. Pour ce faire, je reçois M. José Modesto, bonjour, gérant de la société Amibois, constructeur de maisons en bois. Exactement. Et je reçois aussi M. Jean-Noël Lopez, responsable de la prescription immobilière à la Société Générale. Bonjour. Voilà, bonjour. Alors, la construction en bois, présentez-nous un petit peu Amibois, est-ce que vous faites? Alors, Amibois, on est une marque construction de maisons 7 sur bois, présente dans le Grand Sud-Ouest, initialement présent à Toulouse, puis Bordeaux, maintenant Montpellier. On fait un certain nombre de maisons, plus de 150 maisons par an au jour d'aujourd'hui réalisées, plus de réalisation. On est un des acteurs majeurs de la construction bois dans le Grand Sud-Ouest et en France au jour d'aujourd'hui, avec une implantation assez récente dans la région qui date d'un petit peu plus d'un an. C'est un marché qui est en pleine expansion, la maison bois. C'est un marché qui se porte bien et qui est aidé par les politiques gouvernementales et une logique environnementale globale. Donc on a un très très bon accueil au niveau du public et une offre qui n'était pas très présente en plus dans la région, ce qui nous permet d'avoir un très beau développement et pas mal de chantiers encore. Et puis c'est dans l'air du temps de vouloir faire des maisons bois. C'est dans l'air du temps, c'est des maisons saines, c'est des maisons respectueuses de l'environnement, agréables à vivre, donc il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas en tout cas. Et c'est la maison de tout bois, c'est pas de la maison béton avec juste un parement en bois. Non, on travaille vraiment avec du bois et structurellement en plancher, sur les murs. Alors après la question c'est, on travaille sur de l'ossature bois, donc le but est d'offrir une structure très bien isolée, très confortable à vivre. L'aspect finalement après on s'en fiche un petit peu dans le sens où on peut aussi bien avoir un intérieur en bois qu'un intérieur en placo-plâtre et dans la plupart des cas, on est en plâtre et l'extérieur peut être aussi bien en bois, mais on a une foule de matériaux maintenant qui nous permettent de barder la maison, éventuellement de la crépir, même si on le fait relativement peu puisque les gens veulent du bois et nous en demandent de plus en plus, mais on a des solutions tierces à l'aspect bois de la maison qui nous permettent de limiter l'entretien, qui sont souvent une des craintes que l'on rencontre. Alors, pour financer des maisons, il faut forcément des banques. Il nous faut des banques, des partenaires. La prescription immobilière, c'est un peu un terme qui fait un peu peur. C'est quoi la prescription immobilière? Bien, écoutez, on travaille bien évidemment avec nos stocks de clients, mais vous savez qu'une entreprise qui n'avance pas meurt, a besoin de renouveler son fonds de commerce. Donc on reste très très attentif aux personnes qui sont, comme nous, des acteurs économiques de la région, donc d'où nos relations régulières avec les promoteurs, d'où nos relations régulières avec les prescripteurs immobiliers qui sont actifs sur notre secteur, c'est-à-dire par exemple les courtiers qui vont nous présenter des dossiers sur des projets de résidence principale, de résidence locative, sur lesquels nous on va mener une technique de financement adaptée sur un besoin individualisé. Alors on imagine sur la maison individuelle, c'est principalement des primo-accédants, j'imagine. Alors on est sur un marché un petit peu différent par rapport à beaucoup de constructeurs, mais on travaille du primo-accédant et du deuxième voire troisième achat immobilier. Voilà. Et un peu de locatif, investissement. Voilà. On a quelque chose d'assez large. Alors comment on finance des projets comme ça? Les gens ils viennent, ils demandent. Alors le point de départ, c'est de savoir où en sont les étapes du projet. Est-ce qu'on est au stade de l'idée? Ou est-ce qu'on est déjà rentré dans l'action? Est-ce qu'on a signé un contrat de réservation? Est-ce qu'on s'est porté propriétaire d'un terrain? Donc par rapport à ça, soit on va rentrer en pur technicien du financement, soit on va rentrer dans le cadre du conseil pour porter un projet et pas foncièrement s'arrêter à un simple montage de plan de financement. On sait que les vicissitudes juridiques sont importantes dans le cadre des constructions, donc on sait s'entourer de professionnels qui guident les porteurs de projets. Je prends l'exemple, nous travaillons assez régulièrement avec Verifimo sur les contrats de construction de maisons individuelles pour proposer un cadrage juridique aux porteurs de projets. Parce que souvent les gens quand ils viennent, bon ils ont un projet, ça, pour avoir le projet ils l'ont. C'est très compliqué. Mais après c'est les financements qui coincent. Est-ce que les gens ont conscience de cette étape financement importante et de savoir que des fois leurs rêves, les rêves qu'ils ont, ne vont pas être financés? Alors il y a deux étapes au projet. Il y a déjà la capacité financière et l'adéquation de la capacité d'emprunt avec le projet et la faisabilité. Et ensuite, la deuxième chose, c'est le travail des constructeurs. On est constructeur, CCMiste, et c'est ce que je rejoins monsieur, on a un vrai accompagnement du client sur la construction de la maison, on l'aide à rechercher le terrain, mais surtout, il faut absolument, en tant que constructeur, qu'on l'aide à identifier les coûts cachés liés à la construction, qui sont des éléments qu'on a une tendance à oublier. Les clôtures, les terrasses, la cuisine, les peintures, le portail, voilà, ce sont des choses qui sont importantes, qui rendent la maison finalement habitable, qui peuvent être oubliées par un particulier primo-accédant qui va voir le prix de la maison, le prix du terrain en se disant ça va rentrer dans le budget. Si on ne l'accompagne pas dans cette démarche-là,
On a beaucoup de banques qui maintenant font le filtre, heureusement, et qui font bien le travail, qui permettent de limiter la construction au contrat de construction et bien vérifier que l'enveloppe soit bien déterminée par le client. Mais c'est vrai que c'est un vrai partenariat qu'on doit avoir avec les banques pour réussir à amener le client sur le bon projet au bon endroit. Alors en fait, vous êtes des faiseurs de rêves et vous, quelquefois, parfois, des briseurs de rêves, puisque c'est pas facile de passer par vos... Briseur, mais en faveur du client, puisqu'elle n'a pas foncièrement vocation à valider des rêves pour derrière surendetter les gens et qui reviennent nous voir soit avec des plans de financement balbordés où on découvre effectivement des dépenses annexes, des fois parce que juste on a eu des envies d'avoir une belle clôture ou une belle allée bétonnée. Ben ça, si on ne le prévoit pas au départ, ça fait des mauvaises surprises. Voilà. Et ça peut être effectivement le nid du surendettement. Donc nous, je pense qu'on est des gens sérieux. Je pense qu'un rêve peut devenir réalité à partir du moment où il a été bien travaillé au départ. Oui, c'est ça, il faut bien préparer le dossier. Oui. Alors au niveau des taux d'intérêt, parce que souvent c'est une bataille, les taux d'intérêt, les gens vont voir, les banques pourraient négocier 0,1% de taux d'intérêt. Donc c'est quoi un petit peu? Alors c'est la réalité du marché, tout comme est la réalité le fait d'avoir une certaine tension depuis quelques mois. Tension qu'on va certainement voir perdurer, mais pas d'une manière très dramatique. Et je crois qu'à ce niveau-là, il faut avoir un peu de recul. Il y a quelques années de ça, on empruntait à des taux de 4 et de 5%, et on trouvait ça très bas à l'époque, puisqu'on était dans une tendance baissière. Le point le plus bas a été touché l'été dernier. Voilà. Où là, un 9, 2 alors, même en dessous de 1% sur des maturités très courtes. Hein. Bon, je vais parler pour ma chapelle, mais on voit un étagement des taux sur les plus beaux profils. Et quand je parle de profil, c'est profils d'opération, qui vont de 0,70 jusqu'à 2,5%, suivant les maturités. Plus on emprunte court, et moins ça coûte. Alors ça a dopé un peu le marché. Alors les taux ont dopé le marché, le prêt à taux zéro l'a accentué. Au jour d'aujourd'hui, on a une remontée des taux, donc on commence à sentir qu'il est encore assez lent, je pense qu'il va s'accentuer, vous corrigerez si je me trompe. Le prêt à taux zéro est prorogé cette année, donc ça c'est déjà une très très bonne chose. Ça permet de gommer un petit peu la pression foncière qu'on a sur les terrains, parce qu'il faut savoir qu'avant de construire une maison et avant d'avoir un financement, il faut déjà trouver un terrain. Alors en tant que constructeur, on est là pour orienter le client, mais on a une vraie tension sur le prix des terrains et au jour d'aujourd'hui, les taux ont bien suivi. Alors, est-ce que le prix des terrains a augmenté parce que les taux ont baissé? Il y aurait une corrélation entre l'augmentation des prix des terrains et la baisse des taux. En tout cas, la construction va être moins chère, les terrains vont peut-être... Il y a une hausse en tout cas de la demande sur les terrains, donc à un moment ou à un autre, on a ressenti une petite hausse. Et en même temps, on a beaucoup de terrains qui se sont vendus, les lotisseurs ont eu moins de stock, donc à un moment ou à un autre, ils ont aussi du mal à trouver des terrains. Et le prix du terrain, avant même que le lotisseur aille générer un projet, son coût de revient augmente. Donc il y a une logique à tout ça. Il faut espérer qu'on arrive à tenir des taux bas le plus longtemps possible pour soutenir la reprise du bâtiment qui est sensible mais qu'il faut préserver. Oui, parce que je disais, au salon de septembre, on disait justement que c'était le moment où il fallait acheter parce que les taux étaient très très bas. Et c'est toujours vrai, parce que ça ne peut que remonter. Mais, voilà, mais ça risque fort de remonter. Après oui, tout le monde le dit. Écoutez, nous on envisage une tension de 0,50 d'ici la fin de l'année sur les durées les plus longues, c'est-à-dire entre 20 et 25 ans. Après, on a quelques événements qui peuvent créer de la turbulence. Ah bon? Bon, on n'a pas encore l'impact de la sortie de la Grande-Bretagne de la zone euro. Ça bouge un peu du côté des États-Unis et vous savez que quand on éternue aux États-Unis, on est un peu malade en Europe. Et puis le résultat de nos élections présidentielles peut changer la donne sur la fiscalité notamment, suivant les résultats. Donc on reste très très attentif à ça. Pour revenir à la question que vous posez, oui, il est encore temps, de lancer des projets maintenant. Parce que quand même, vraisemblablement, les taux vont d'une manière ou d'une autre remonter. Peut-être pas beaucoup, mais ils vont forcément remonter. Et ça risque de freiner, surtout si les terrains, eux, ont continué à augmenter, de freiner un peu vos projets. Au niveau régional, il y a deux questions. Il y a la question nationale sur la construction et la question régionale. Sur la question régionale, on a une chance au jour d'aujourd'hui d'être dans une région où on a un fort accroissement de la population qui dynamise le marché de la construction. Neuve en collectif et en individuel, puisque c'est vrai aussi pour l'habitat collectif. Je ne pense pas qu'on ralentisse de suite, mais c'est vrai que la reprise a été assez nette dans la construction. Ça se traduit en ce moment par des mises en chantier assez importantes et une augmentation là-dessus. C'est très bien, ça crée de l'emploi. Il faut que ça continue à rester comme ça et ça continuera à porter le marché de toute façon. Le bon taux, il devrait être à combien à peu près?
encore une fois, ça dépend de la durée. Ça fait plusieurs années maintenant que le crédit immobilier est un peu le produit phare de conquête des banques. Ce qui intéresse les banques, c'est la relation qu'on va pouvoir développer avec les clients. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, le coût de l'OAT à 10 ans est à 0,90 et que les banques, sur la durée identique, prêtent entre 0,9 et 1%, vous voyez que la marge est réduite et que c'est plus la relation qu'on va pouvoir développer avec le client qui importe le banquier. Alors il faut se fier au TEG, il faut se fier à quoi exactement? Quel chiffre qu'il faut regarder? Le rôle des conseillers de bancaires à ce niveau-là, c'est d'expliquer quel est le coût réel, ce qui va sortir de la poche des clients chaque mois. Parler à un client de TEG, de TAEG, c'est un peu barbare. Quand vous lui expliquez que c'est l'impact de l'intérêt, de l'assurance, des frais de dossier, des frais supplémentaires éventuels qu'il peut avoir dans son opération, ça lui parle un peu plus. Mais lui expliquer le delta qui est entre 1% et 1,40% avec le TEG, ils ont du mal à le comprendre. Et nous, par contre, c'est notre rôle de conseil. On a l'impératif d'en parler, que ça ressorte sur tous nos contrats. Oui, l'important pour le client, c'est de savoir combien au final il va payer d'intérêt sur la somme qu'il a empruntée. Absolument. Voilà. Et encore une fois, ça revient à ce qu'on se disait tous les trois tout à l'heure, c'est que la vraie base, c'est d'avoir un plan de financement complet, sans surprise. Derrière, il ne peut pas y avoir de surprise après au niveau du crédit. Alors vous voyez l'avenir comment, vous? On la voit bien, on espère que ça continue comme ça. En ce qui nous concerne, on a un carnet de commandes qui est plein. On a des contacts, des projets, des clients contents. Je ne vois pas pourquoi ça ne durerait pas, on l'espère en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que le climat économique et bancaire aujourd'hui nous aide très clairement là-dedans. Voilà. Et l'aspect démographique soutient l'activité, donc je pense qu'on peut être confiant pour le moment. Et la maison bois, on va voir bientôt aussi peut-être de la VFA en bois ou des immeubles en bois. VFA, il y a des immeubles en bois, on peut travailler de la maison en bois, un peu de collectif, un peu de social, il y a des choses qui pourraient arriver. Et vous sentez aussi que le marché va être quand même porteur pour que les gens continuent à... Lorsqu'on regarde les flux d'activité, on n'est pas inquiet. On voit qu'on est plutôt en phase avec ce qu'on a positionné, décliné comme objectif. Après, nous, on va continuer à jouer notre rôle d'acteur économique au même titre que les promotions immobilières, au même titre que les courtiers. C'est une des raisons pour lesquelles on est là. Voilà. Montrer qu'on fait partie d'un secteur d'activité et qu'on y a toute notre place. Et un salon, c'est important justement pour pouvoir aussi vous rencontrer peut-être l'un l'autre et continuer à discuter ensemble. Ça permet de nouer des partenariats, de rencontrer des clients, mais aussi des partenaires. Il faut bien imaginer qu'on ne peut pas construire de maison sans nos partenaires financiers, autant dans le financement des clients, autant dans le financement des entreprises. Et ça, c'est un point qui est important. On rencontre des promoteurs, on rencontre des aménageurs, et ça fait vraiment vivre le monde de la construction. Super, bah écoutez, il me reste à vous remercier. Vous pouvez retrouver ce plateau sur la chaîne YouTube du Salon de l'Immobilier et sur la page Facebook aussi du Salon de l'Immobilier, ainsi que sur le site internet et la page Facebook de notre partenaire Forum TV. A tout à l'heure pour un nouveau plateau. Merci. Merci. C'est bon ?